Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons pour une deuxième fois Gabriel Giguère. Gabriel Giguère, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Un plaisir. Rappelons que vous nous aviez parlé en juin dernier à propos du dépôt du budget provincial, question de la dette publique aussi à l'époque. Rappelons aussi que vous êtes analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Aujourd'hui, nous vous recevons pour discuter du cas de Nordvolt qui fait les manchettes, plus précisément des investissements du gouvernement ou des gouvernements dans le projet de méga-usine de fabrication de batteries électriques de l'entreprise au Québec. Ceci dit, avant de plonger dans le cas spécifique d'un Nordvolt, quelle est la logique de développement économique du gouvernement en ce qui a trait aux subventions aux entreprises étrangères, mais globalement, comment est-ce que le gouvernement tente de développer l'économie du Québec? D'abord, dans ce cas-ci, ce qu'on constate, là, c'est que le gouvernement du Québec, c'est pas nouveau pour le gouvernement de François Legault. On voit vraiment que le gouvernement pense que son implication dans l'économie à travers des subventions va apporter du positif. Hein. Ça, on le verra tout au long de l'entrevue. C'est pas tout à fait ma prise de position, mais c'est vraiment l'approche du gouvernement. Et ce qu'on voit ici, c'est que Nordvolt est un gros projet. On parle de milliards de dollars. Et le gouvernement pense qu'avec cette enveloppe-là, on peut aller chercher ces entreprises-là parce que c'est un peu la dynamique, les politiques industrielles de notre temps, ce qui, je crois, n'est pas la bonne solution, bien entendu, mais c'est la vision du gouvernement de dire si on donne beaucoup d'argent à une entreprise qui va construire un produit qui, selon sa perception, va durer dans le temps et est pertinente, en l'occurrence ici des batteries de véhicules électriques, eh bien, c'est un bon investissement ou une bonne dépense. Ça reste à voir. Puis je pense que les médias puis l'actualité nous montrent que c'est loin d'être sûr. Tout à fait. Spécifions pour l'auditoire, quand on dit donner de l'argent, on parle de subventions, on parle de subventions au salaire, subventions au niveau des impôts. Peut-être même littéralement un investissement dans l'entreprise en termes de part, que ce soit privé ou public. Donc, est-ce que autre forme, de différentes formes, je devrais dire, d'aide financière du gouvernement envers, pas que Nordvolt, mais on peut penser à l'industrie du jeu vidéo, par exemple, quelle forme ces soutiens financiers prennent-ils? Ça peut être des crédits d'impôt également. Ici, on voit pour Nordvolt, c'est une subvention pour la production et pour la construction. Puis ça, c'est également entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Donc, il peut y avoir différents types de subventions, comme on dit. Il peut également y avoir des prêts avec garantie. Donc, il y a une panoplie d'outils que le gouvernement aime utiliser. Là. Encore une fois, pour ce qui est de Nordvolt, on parle de la production et de la construction. Mais des fois, comme vous avez dit, pour le jeu vidéo, c'est pas tout à fait ça. Il va également y avoir des subventions sur la masse salariale. Donc il y a plusieurs outils que le gouvernement utilise pour soutenir les entreprises. Plongeons-nous donc dans le cas de Nordvolt et je vais récapituler la situation. Vous me direz s'il manque quelque chose. Nordvolt est une entreprise suédoise de fabrication de batteries électriques, comme mentionné, qui prévoit construire une méga-usine d'approximativement d'une valeur de 7 milliards de dollars au Québec dans les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Ça chevauche les deux, si j'ai bien compris, en termes de terrain. Le gouvernement du Québec s'est engagé à investir massivement dans ce projet, promettant jusqu'à 2,9 milliards de dollars en fonds publics à terme. Cependant, Nordvolt traverse actuellement une crise financière importante. L'entreprise aurait perdu 1,6 milliard de dollars en 2023. Elle a dû supprimer 1600 emplois en Suède, d'où elle vient. Nordvolt cherche à lever environ 1 milliard de dollars en ce moment. Pour assurer sa survie. On parle de dollars canadiens, bien sûr. Donc, face à ces difficultés, le gouvernement du Québec se trouve dans une position délicate. Il a déjà investi plus de 700 millions de dollars dans l'entreprise, dont un prêt de 240 millions pour l'achat du terrain, une débenture convertible de 270 millions. La Caisse de dépôt et placement du Québec a également investi 200 millions de dollars qu'elle considère maintenant comme un placement risqué. Récemment, le premier ministre François Legault a déclaré qu'il ne verserait plus d'argent à Nordvolt, y compris les 300 millions de dollars supplémentaires en capital action initialement prévus. Cependant, le gouvernement semble toujours en négociation pour tenter de sauver le projet québécois tout en protégeant les intérêts des contribuables, bien sûr. La situation est compliquée par les pressions de Goldman Sachs, deuxième actionnaire de Nordvolt, le premier étant Volkswagen, qui aussi traverse une période difficile, là, d'ailleurs.
On parle de Volkswagen est à peu près à 21-22%, Goldman Sachs 17-18%, je ne me rappelle plus exactement en termes de pourcentage. Mais Goldman Sachs, grande firme financière américaine, cherche à obtenir des garanties financières supplémentaires. Est-ce qu'il me manque quelque chose dans ma description? Pour le moment, non. Peut-être que dans 15 minutes, il va y avoir un nouvel article de journal qui va nous dire autrement. On le sait, ça sort au compte-gouttes, mais je pense que c'est assez clair. Hein? Il y a beaucoup d'incertitudes dans ce dossier-là. Le gouvernement... En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement voulait un gros projet. Je pense que c'était un projet signature aussi pour le gouvernement de dire, regardez, nous, on a été capable de développer cette industrie-là. Déjà, il y a quelques mois, on voyait au niveau d'Investissement Québec, il y avait comme un petit fond ou un spectre d'incertitude à cet égard-là. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en voulant tout centraliser, hein, la décision du gouvernement, en transférant le risque des contribuables, plutôt du privé vers les contribuables, puis c'est ça une subvention, c'est de prendre l'argent des familles québécoises, des entreprises québécoises, de l'envoyer à une compagnie étrangère, puis de dire, moi, je suis persuadé que c'est elle la bonne entreprise. On le voit très bien aujourd'hui, avec toute cette incertitude, à quel point on ne sait pas si c'est la bonne entreprise. Puis juste avant, je pense que c'est ce matin encore, on voyait que Ford, un autre projet, était encore au ballottage. En fait, Ford ne fera pas partie du projet. Le projet va peut-être aller de l'avant, mais ça reste que quand le gouvernement veut choisir une entreprise, c'est pas la bonne chose à faire. Et donc, dans ce projet-là, on attend toujours qu'est-ce que le gouvernement va faire. Est-ce qu'il va plier devant Goldman Sachs? Il y a quand même un dilemme qui est difficile. À partir du moment où le gouvernement s'est engagé, déjà à la base, évidemment, je ne pense pas qu'il doit s'engager, mais il s'est engagé. Est-ce qu'il va aller de l'avant puis donner ses garanties ou les conserver puis réduire la chance d'avoir un projet? C'est pas facile comme décision. Moi, personnellement, j'aurais juste aimé ça qu'il n'envoie pas l'argent parce qu'au final, il aurait pu probablement être mieux utilisé dans les poches des Québécois. Maintenant que c'est fait, c'est à suivre. Il n'y a pas encore de vision claire à cet égard. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on va l'apprendre au courant des prochaines semaines. Mais les deux grands scénarios ici, là, c'est que le gouvernement du Québec ne cède pas les garanties financières à Goldman Sachs, donc Goldman Sachs ne va pas de l'avant avec un refinancement supplémentaire de l'entreprise. L'entreprise fait potentiellement, on peut aller jusqu'à dire faillite ici, je ne sais pas. Et donc, le projet échoue et l'argent, le 700 millions initial investi est perdu, ou à peu près. Là. Je ne sais pas si c'est perdu dans sa totalité, mais on en parle beaucoup. Et scénario numéro 2, le gouvernement cède ses garanties financières à Goldman Sachs réinvestit, et là, on a une chance que le projet aille de l'avant. C'est à peu près ça en ce moment. C'est exactement ça. Le problème, en fait, c'est pas de se dire laquelle des deux. Évidemment, ça va être une décision qui devra être prise. Le problème, c'est de dire, à la base, pourquoi le gouvernement a décidé de se dire on va envoyer des milliards de dollars à une entreprise? On le sait que c'est concurrentiel. Puis là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on se dit on va aller chercher une entreprise parce qu'on a une expertise qu'on n'a pas. Au final, on va imposer les tarifs douaniers, puis on va revenir sur la politique plus largement. Mais ça fait en sorte que on a beaucoup, beaucoup de risques au Québec, les contribuables, parce qu'on a envoyé déjà des centaines de millions, là, je l'ai bien dit, des centaines de millions de dollars. C'est pas rien, ça devra être assumé par les contribuables. Une partie de ça, c'est la CDP, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui a envoyé 200 millions. Ça, c'est notre bas de laine. C'est notre bas de laine essentiellement. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est ça qui gère notre régime des rentes du Québec. On ne peut pas simplement sacrifier de l'argent comme ça. Je trouve ça difficile aujourd'hui de voir que le gouvernement se dit qu'est-ce qu'on fait quand, à la base, ce qu'il devait faire, c'est simplement ne pas intervenir et ne pas envoyer de subventions. Maintenant, personnellement, c'est sûr que je ne céderai pas davantage de garantie à Goldman Sachs pour la simple et bonne raison qu'on n'en a aucune idée s'ils vont être capables de remonter le projet. C'est une mauvaise décision. Je pense qu'il faut arrêter de creuser son trou pour les Québécois puis les endetter davantage. Il faut dire que le terrain, si jamais le projet ne va pas de l'avant, on revient quand même au gouvernement du Québec. Et le gouvernement du Québec, à toute fin pratique, prêté 240 millions, je crois, pour acheter le terrain. Là. Donc ça, c'est récupérable. Après, est-ce que ça va être utilisé à bon escient? On ne sait pas. Mais revenons, vous avez dit, c'est une mauvaise décision de la part du gouvernement du Québec d'investir en premier lieu, là, avant même de se rendre dans une situation difficile. Ceci dit, est-ce que le gouvernement, entre guillemets, avait le choix? Ce qui veut dire que, en voulant dire que toutes les régions dans le monde, que ce soit l'État de New York, les États-Unis au complet ou la province de l'Ontario, en ce moment, en termes de développement économique et d'attraction de capitaux étrangers, fonctionnent principalement par ce genre d'incitatifs financiers où on déverse des millions et des millions. Là, je peux penser
comme ça à voix haute, là, l'usine de Tesla dans l'État de New York, proche de Buffalo, qui était un flop majeur. Là, vous n'êtes pas obligé de commenter la chose, mais on parlait de centaines de millions, voire de milliards qui ont été versés par l'État de New York de différentes façons, comme on l'a mentionné tantôt, mais ça a été un flop. On se rappelle du Amazon HQ2, le deuxième siège social d'Amazon. Les villes américaines, notamment Montréal et Toronto aussi, se sont entretuées à essayer de l'avoir en promettant de plus en plus d'incitatifs financiers. Tout ça pour dire, est-ce que le gouvernement du Québec a le choix dans cette, disons, cette concurrence quasiment à finir entre les différentes régions du monde? Moi, je pense que c'est un bon point. On le voit de toute façon à travers le monde qu'il y a un tournant vers les politiques industrielles, parce que c'est un peu ça, là, essentiellement. On voit ça aux États-Unis avec la IRA, là, la Inflation Reduction Act. On a ça également au Canada. L'Union européenne a un équivalent. Après ça, au niveau de la générosité des subventions et tout, on y reviendra. Mais globalement, c'est vrai en Chine, tout ça. Il y a vraiment un mouvement vers les politiques industrielles. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup les véhicules électriques, les batteries, l'intelligence artificielle. Le Canada, vous l'avez encore bien dit, a subventionné massivement, avant de subventionner Northvolt, avait subventionné Volkswagen, avait subventionné également Stellantis, dont ça allait être des travailleurs de la Corée du Sud, essentiellement, qui allaient construire Stellantis en Ontario. Et ça, essentiellement, c'est une approche qui, je dirais quand même assez émergente. Je pense que le Québec aurait pu ne pas aller de l'avant. Par contre, il faut quand même être lucide sur la question. Si on ne va pas de l'avant, évidemment, il y aura moins de subventions, mais c'est peut-être aussi le fait qu'on n'aura pas toutes ces entreprises-là. Je pense pas que c'est grave dans la mesure où si on met une croix sur un ou deux secteurs, c'est pas la fin du monde. Il y a plusieurs autres secteurs qui peuvent être performants au Québec. Si c'est pas dans les batteries électriques, ça peut être tout à fait d'autres secteurs, que ce soit au niveau des ressources naturelles et autres. Je pense pas que c'est la bonne approche de simplement suivre, j'ai envie de dire, le troupeau de pays, de donner des milliards de dollars en subventions comme à Northvolt pour se retourner puis se dire, peut-être que je vais les avoir perdus, mais centaines de millions. Puis si on donne nos garanties, ce sera peut-être des milliards de dollars qui seront perdus. Donc, je pense pas que c'est une bonne approche. C'est sûr que c'est difficile dans le contexte où le Québec est dans le Canada. Donc, le Canada va donner beaucoup d'argent des contribuables québécois aux autres provinces qui vont vouloir en profiter. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que d'aller de l'avant avec une politique industrielle est la chose à faire parce que, on le voit avec Ford, avec Northvolt, puis on le verra peut-être avec d'autres entreprises de demain. Le gouvernement n'est pas bon pour choisir les gagnants. J'aimerais prendre une seconde pour interrompre cet entretien pour simplement vous rappeler de, s'il vous plaît, vous abonner, partager, liker, aimer. C'est la forme de rémunération principale, à peu près unique, d'un balado comme celui-ci. Donc, si vous pouviez faire la chose, donc, comme j'ai dit, le partager, abonner, liker, en parler à vos amis, tout simplement, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, de retour à l'entretien. Merci. Les échecs de financement de projets s'accumulent. La mine Renard, la cimenterie Mécanisme, et là je dis financement public ici, j'aurais dû spécifier. Lyon électrique, voiture électrique ou autobus scolaire électrique, je vais dire. Bombardier notamment, etc. Là, Northvolt n'est pas le premier. Northvolt n'est pas encore un échec. Là. Attendons de voir comment les choses vont se dérouler. Mais y aurait-il une remise en question au sein du gouvernement? Je devrais mentionner aussi là, que les projets ici mentionnés datent d'avant la CAQ. Là, donc la CAQ n'est pas les premiers ni les seuls à avoir financé à même les fonds publics différents projets qui ont échoué lamentablement par la suite. Donc est-ce qu'il y a une remise en cause au gouvernement quelconque là, qui ferait qu'on se dirait « ouais, peut-être que là, on se trompe ». Vraiment pas. C'est ça qui me surprend. C'est que tous les exemples que vous avez nommés, ce sont de bons exemples d'échecs clairs du gouvernement en matière de fonds publics destinés à des entreprises privées par le biais de subventions. Quand on regarde le portrait, c'est des centaines de millions de dollars par projet que vous avez nommé, là, la cimenterie Mécanisme, que ce soit également la papeterie Gaspésia ou encore la mine Renard. Quand on voit ça, on peut se dire que le gouvernement va apprendre des erreurs du gouvernement passé. Puis je pense qu'ici, il y a peut-être un manque flagrant. Puis je ne parle pas juste du gouvernement caquiste, je pense en général, il y a un manque flagrant d'humilité des gouvernements québécois, et pas que québécois encore une fois, mais des gouvernements, notamment des ministres de l'économie ou d'Investissement Québec, que sais-je,
dans la façon d'anticiper le marché. Hein. On est très bon dans le marché, dans le privé. On a été capable de donner 2-3 bons coups des entreprises. On arrive au gouvernement du Québec et on dit, moi, là, je suis un kingpin dans le privé, je vais être capable de prendre les meilleures entreprises. Ben non, on le voit qu'il y a une succession d'échecs. Puis quand le gouvernement va envoyer... On peut penser à Santé Québec ici. Ben c'est qu'en fait, je ne comprends pas comment les gouvernements successifs se disent, le problème... C'est pas que le gouvernement intervient dans l'économie pour choisir le gagnant et le perdant. Le problème, c'est que le ministre de l'économie précédent de l'autre gouvernement n'était pas très bon. Le mien est pas mal meilleur. C'est parce que avec la rotation des gouvernements, on le voit, là, les échecs que vous avez dit, il y en avait qui étaient sous Marois, sous Landry, sous Charest, sous Couillard, et potentiellement, comme vous l'avez également dit, Nordvolt n'est pas encore un échec, mais s'approche de l'être, et ça serait un autre... En fait, ça serait un énième échec, vraiment majeur, mais là, ce serait du gouvernement Legault. Je pense que c'est problématique, et non seulement on n'apprend pas, mais c'est de mal en pis parce que les subventions provinciales qui sont versées, puis ça, c'est tout vérifiable sur Statistique Canada, elles augmentent. Et là, on est rendu à 7 milliards en 2022, qui sont les dernières données. Subventions aux entreprises. Subventions aux entreprises du gouvernement du Québec et locaux. C'est pas exactement divisé, mais globalement, on peut quand même penser que c'est surtout du Québec. Et ça, c'est problématique parce que c'est en augmentation. Et donc, il n'y a pas d'apprentissage. Et puis, ça fait partie, je pense, du manque d'humilité que je disais au début de ma réponse, de dire, laissons le marché privé, rendons, j'ai envie de dire, le climat d'affaires beaucoup plus attractif pour les investissements privés, des capitaux, plutôt que de nous choisir quelle est la bonne entreprise. Lyon Électrique, c'est un excellent exemple où on a vu que ça a chuté malgré les millions, dizaines, sinon je crois que c'était 100 millions même qu'on avait prêté à Lyon Électrique, Canada-Québec combiné. Bref, c'est énormément d'argent pour au final voir vraiment une dégringolade. Taiga, même chose. Taiga, oui, c'est vrai. On a l'impression que c'est... Le gouvernement, en fait, aime ça faire des annonces en donnant des chèques. Hein. Ça nous permet d'être souvent dans le cycle médiatique. Hein. Vous allez ouvrir la presse, Journal de Montréal, peu importe, vous allez voir, le ministre de l'Économie donne 10 millions, donne 5 millions, donne 100 millions. Ça lui permet d'être dans le cycle de nouvelles. Mais concrètement, pour les Québécois, c'est notre argent. On est les plus imposés en Amérique du Nord. Puis ça s'en va à des entreprises privées. Étrangères, des fois. Étrangères en plus. Je peine à comprendre, après des décennies, que les gouvernements ne comprennent pas que c'est cette attitude sur le plan économique qui est néfaste plutôt que l'entreprise qui a été choisie par l'ancien gouvernement. J'improvise ici, là, mais comment dire, deux conclusions qui me viennent à l'esprit. La première, j'ai l'impression qu'on tente de sauver, j'allais dire l'État-providence, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est l'État interventionniste, de un. Et paradoxalement, on tente de le sauver par un esprit qui vient du privé, comme on dit, comme vous venez de le mentionner, dans le sens où on importe de gens hyper performants qui viennent maintenant au gouvernement, qui devraient sauver le gouvernement. On n'a pas deux grands torts. Le premier, c'est l'État interventionniste, comme vous l'avez dit, peut-être pas la solution. Puis de deux, on ne va pas sauver l'État interventionniste en calquant un modèle venant du privé parce que c'est simplement pas la même chose. Je pense que la dernière section, en fait, tout à fait pour ton commentaire, mais la dernière section, elle est particulièrement importante. Peu importe quel individu, aussi compétent soit-il dans le privé, qui va rejoindre le public, il ne pourra pas être aussi compétent pour la simple et bonne raison que les services publics n'ont pas de prix. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Dans le marché, si vous voulez savoir si vous faites un bon travail, vous allez créer votre produit ou votre service, il y a un prix attaché à ça. Est-ce que vous allez faire de l'argent? Est-ce comparativement à vos concurrents? Est-ce que vous vous démarquez? Est-ce que votre prix est plus bas? Est-ce que votre produit est plus attractif? Si la réponse est oui, vous comprenez, hein, puis votre chiffre d'affaires va vous le dire que vous faites un bon travail, au public, c'est pas possible. Il n'y a pas de prix qui est mis sur le service qui est fourni par l'État, par les fonctionnaires, de sorte que ça devient très, très, très difficile de se dire le service que j'ai donné, c'est un bon service. C'est pour ça qu'on dit souvent de permettre à des joueurs indépendants de rejoindre, par exemple, le secteur de la santé et autres. Ça permet d'avoir un prix, puis par la suite, d'optimiser puis d'offrir le meilleur service. Donc, cette différence-là de souhaiter d'aller chercher des gens très, très performants du privé pour le secteur public, on n'aura jamais l'État le plus performant. Puis ça, plus performant que le privé, par exemple, parce que la nature même des services est différente du fait que ce soit pas qu'il n'y ait pas de prix lié au service.
Oui, c'est la philosophie des Top Gun. Est-ce qu'on a des exemples de bons projets? Je pense ici, là, ça date, mais Hydro-Québec qui a en gros nationalisé le marché de l'électricité et de la production d'énergie au Québec. Avant, on l'a oublié, là, mais il y avait plusieurs entreprises privées qui fournissaient les ménages québécois et les entreprises. Il y en a encore quelques-unes au privé, principalement pour les entreprises, là, je crois. Mais Hydro-Québec contrôle la distribution encore, donc ça reste un monopole. Après, il y en a qui diraient que Hydro-Québec n'est pas une réussite. Mais ceci dit, est-ce qu'il y a d'autres exemples ou des exemples de réussite en termes d'investissement public dans les dernières années et décennies, disons, là? Je vous avoue que j'ai pas fait de recherche sur les succès. Je pense que ce qui crève les yeux, c'est surtout les échecs en toute On franchise. nous parlerait peut-être d'Ubisoft. Je sais que certains en sont très critiques, mais le fait qu'Ubisoft est rendu à je ne sais pas combien de milliers d'employés au Québec grâce largement, ou l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble, grâce à des subventions quand même assez lourdes, incitatifs multiples venant du gouvernement. Est-ce qu'on peut considérer, je donne l'industrie du jeu vidéo, là, comme celle-ci comme étant un succès, là, l'attraction de capitaux étrangers dans le domaine des jeux vidéo au Québec? Ben, c'est qu'il y a tellement de capitaux publics que ça devient difficile. Je pense qu'il y a un élément d'un grand économiste français du 19e siècle qu'il faut se rappeler. Frédéric Bastiat, exactement. Ouais. Il y a ce qu'on voit. C'est ça, justement. L'entreprise Ubisoft qui, avec des fonds publics, engage beaucoup. Puis il y a ce qu'on voit pas. Ça, c'est tout ce qui aurait pu être fait si les Québécois avaient de l'argent dans leur poche. Hein, mais prenons exactement le montant qui est envoyé depuis 20 ans, depuis 10 ans à Ubisoft. On le soustrait. On le soustrait des impôts. Vous allez consommer plus. Moi, je vais consommer plus. Peut-être que vous allez investir cet argent-là. Vous allez faire tourner l'économie d'une façon ou d'une autre. La seule différence, c'est que vous, vos auditeurs, moi, on décide où on met notre argent. Parce que si moi, je décide d'acheter quelque chose à la librairie du coin, si vous décidez, vous, d'aller acheter quelque chose sur Amazon, vous décidez qu'Amazon est le gagnant, moi, je vais décider que la librairie... Et donc, ces choix-là individuels, je pense qu'ils feraient émerger davantage de dynamisme économique dans une forme d'ordre spontané que le gouvernement, dans une perspective centralisatrice qui va dire, moi, c'est celle-ci, c'est cette entreprise-là qui gagne, et moi, j'ai décidé que c'est un secteur d'avenir. Donc, je vais prendre votre argent, on va l'envoyer, puis on verra, on se croise les doigts. Peut-être que, pour revenir à Nordvolt rapidement, peut-être que l'usine va se développer, puis que dans 4 ans, 5 ans, dans 10 ans, ben, il va y avoir une nouvelle technologie qui va rendre celle-ci complètement désuète. Donc, le gouvernement ne contrôle pas le dynamisme de l'innovation et le marché comme vous et moi peuvent le faire à travers nos achats courant en tant que consommateur. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose que le gouvernement doit garder en tête, mais il y a beaucoup de difficultés à le faire. Tout à fait. Mais quelle serait l'alternative en termes de développement économique? On ne parle pas que de l'attraction des capitaux étrangers. On parle du développement économique dans son ensemble, ce qui veut dire les PME québécoises, les grandes entreprises québécoises, augmenter le salaire des Québécois, stimuler la recherche et le développement au Québec, l'obtention de brevets qui, aujourd'hui, ont une valeur inestimable ou presque. Quelle serait la grande alternative à cette espèce d'approche top-down, Top Gun, venant du gouvernement qui déverse des millions et qui, comme vous l'avez dit, choisit les gagnants et les perdants du marché? Ça, c'est une question qui est fondamentale parce que c'est beau de dire que ça ne fonctionne pas, là, mais qu'est-ce qu'on propose? Ben, écoutez, je pense que le gouvernement, son travail, c'est de s'assurer que le Québec, là, ce soit une place qui est intéressante pour investir du secteur privé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on doit faire, c'est, d'une part, réduire la réglementation, puis je reviendrai sur un exemple très concret, puis également la question de la fiscalité. Au Québec, là, regardez par rapport aux autres provinces, là, ce qu'on appelle, en français, c'est la taxe sur la masse salariale. On est la plus élevée, là. On a 7 taxes différentes sur la masse salariale pour un employeur. Ailleurs dans le pays, là, 3, 4, peut-être 5 parfois. Et donc, ça fait en sorte que l'employeur paye plus sur les salaires et il y a un impact sur le chiffre d'affaires. Maintenant, on peut également aussi travailler sur la question de l'impôt sur les sociétés qui pourrait être réduite au Québec. Bref, on pourrait avoir un environnement fiscal beaucoup plus dynamique et beaucoup plus attractif pour les capitaux étrangers parce qu'aujourd'hui, au Québec, quand on regarde les investissements, pas juste étrangers, mais les dépenses en capital au Québec du privé, c'est assez bas par rapport à la population, là. Et donc, il faut faire quelque chose pour ça. Maintenant, au niveau de la réglementation, il y a aussi beaucoup à faire. Tu sais, Nordvolt, c'est un bon exemple. Il n'y a pas eu de BAP pour Nordvolt. Pourquoi il n'y a pas eu de BAP? C'est parce que le BAP, là,
je pense que c'est assez clair. Et Mario Dumont avait écrit un excellent article il y a de cela exactement 1 an. Le BAP rend le Québec anticoncurrentiel. Peut-être que c'est politically incorrect de Rappelons ce dire que ça. le BAP est en premier. D'abord, le BAB, c'est une institution, c'est le bureau d'audience publique. Puis ça, essentiellement, environnement, merci. Ouais. Puis il va vraiment juger les grands projets sur le plan environnemental. Ici, je ne suis pas en train de dire ça prend plus absolument de vérification environnementale. Mais ce que je dis, c'est que cette institution-là a coupé des projets qui auraient été très porteurs de capitaux puis qui auraient pu contribuer à l'énergie. Je pense à GNL Québec, tout ça. Il y a des éléments qui sont moins concurrentiel au Québec. Ça en fait partie, je pense. Je dis pas de l'abolir, mais au moins de regarder est-ce qu'une réforme est possible pour s'assurer qu'on reste compétitif sur le plan international si on veut attirer des capitaux, plutôt que d'avoir un gouvernement puis un État qui va dire, bon, l'État va filtrer tous les projets intéressants, puis après ça, le gouvernement va choisir lesquels qui vont fonctionner, puis va leur envoyer des milliards ou des centaines de millions de dollars par les gouvernements. Assurons-nous que le terrain de jeu, là, il soit attractif pour les investisseurs, de dire, il n'y aura pas de bâton dans les roues. Sur le plan fiscal, on est très concurrentiel. Venez-vous-en, là. On va en trouver. Au niveau d'électricité, ça peut être également un autre problème. Mis de côté, mais laisser les producteurs indépendants pour fournir l'électricité. Bref, il y a vraiment une vision d'ensemble qui peut être développée et qui peut vraiment dynamiser l'économie du Québec. Mais ça ne sera certainement pas avec un gouvernement qui essaie de choisir les gagnants et les perdants de l'économie quand il y a de la difficulté à comprendre le processus de destruction créative, le dynamisme du marché. Bref, ça prend des changements de fond, je pense, au Québec pour s'assurer d'avoir un développement économique sur le long terme. Parlons de la dynamique de la création d'emplois. Bien sûr, on parlait de je ne sais pas combien de milliers d'emplois créés avec cette usine potentiellement construite, là, bien sûr. Mais il n'y a pas un paradoxe, une contradiction quand on parle de création d'emplois alors que le Québec et le Canada, ou les États-Unis aussi, la majorité des pays occidentaux ont atteint le plein emploi ou du moins ont une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Je trouve que c'est un très mauvais argument, ça, de dire on va prendre des milliards de dollars des contribuables pour créer des emplois. D'abord, dans un contexte où, là, c'est peut-être de moins en moins vrai la question de la pénurie de main-d'œuvre, mais il en reste pas moins qu'il va y avoir un transfert d'emplois. Ça ne sera pas juste la création nette d'emplois. C'est ça qu'on ne réalise pas, en fait. C'est un transfert d'emplois. C'est pas tellement une création d'emplois rendue. On n'a pas plus d'emplois qu'avant parce qu'on n'a simplement pas nécessairement beaucoup plus de gens qu'avant, mais on les prend dans un secteur, puis on les met dans un autre, et le secteur initial, lui, est prêt à trouver d'autres monde après. Voilà. Donc, vous allez avoir des gens qui vont travailler peut-être dans une usine ou dans une shop à Trois-Rivières. Puis là, avec la nouvelle usine de Ford, est-ce qu'ils vont juste traverser le pont La Violette pour aller travailler à Bécancour? Il faut bien comprendre que je ne suis pas contre ça, là. C'est-à-dire que s'il y a des entrepreneurs privés qui se disent Nordvolt, c'est un bon projet et que c'est 100% privé, que le gouvernement, vous et moi, avec nos impôts, on ne met pas un sou dans Nordvolt, j'ai aucun problème avec ce projet-là. Je veux dire, il faut que le risque reste sur les acteurs privés et ça ne doit pas être diffus sur le public comme c'est le cas actuellement à cause des subventions. Puis s'il y a un transfert, ainsi soit-il, les autres entrepreneurs devront investir davantage, peut-être augmenter le salaire, puis sinon il va y avoir une réallocation des ressources si ce n'est pas possible. Mais c'est vraiment le caractère où on prend l'argent des contribuables pour créer de la concurrence avec leur argent, puis en leur laissant planer un certain risque financier. Je trouve ça un petit peu particulier. Encore une fois, si c'était que des capitaux privés, moi, j'ai rien à dire. Je pense que c'est comme ça qu'on crée de la prospérité où vous avez des entreprises qui fonctionnent particulièrement bien, qui sont productives puis qui créent un produit à valeur ajoutée. Il faut juste s'assurer que ce ne soit pas les Québécois qui essuient la facture quand ça ne fonctionne pas. Je résume ici. En gros, on devrait laisser le marché libre agir de façon libre, si je peux dire. Mais disons qu'il y a eu plusieurs exemples dans l'histoire du marché libre qui a donné des résultats moins qu'optimaux. Admettons que le gouvernement du Québec décide justement de se retirer là, de son interventionnisme au point de vue des subventions au minimum. On pourrait s'attendre à quoi en termes de développement économique? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à plus de création d'emplois, monter les salaires, plus de recherche et développement ou l'inverse? Qu'est-ce qui arriverait en fait? Là, je pense que dans l'esprit des Québécois, c'est tellement difficile d'imaginer une économie qui n'est pas au moins minimalement dirigée par l'État qu'on ne peut plus s'imaginer le contraire. Je pense même aux États-Unis, qui est le modèle, si on peut dire, en termes de libre marché, mais c'est pas tout à fait vrai. Quand on y pense, le gouvernement américain dépense une fortune en subventions. Et je ne sais pas quel pourcentage de l'industrie américaine dépend des subventions d'une façon ou d'une autre, là, mais comme on a dit tantôt, il n'y a aucun pays qui semble échapper à cette logique.
Donc, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre dans un monde hypothétique où justement le libre marché domine? Ben, je pense qu'il y a des niveaux. Hein? Par exemple, en Alberta, il y a beaucoup moins d'intervention de l'État. Pas pour autant que l'Alberta est pauvre, par exemple. Il peut y avoir de la création d'emplois. La Suisse également, l'État ne va pas être avec des grandes politiques industrielles à n'en plus finir. C'est beaucoup plus, il y a un plus grand respect du libre marché. Pourtant, le PIB par habitant en Suisse est incroyablement élevé. Bon, il y a différents facteurs, là, mais chose étant égale par ailleurs, c'est quand même un élément qui est fort intéressant et qui existe. Après, je pense pas que le gouvernement du Québec va arriver avec 0$ de subvention, mais je pense qu'on a beaucoup de travail à faire, puis ça peut être une marche qui doit être prise, parce que là, on recule constamment avec des milliards de dollars qui sont envoyés. Je pense que si le gouvernement disait demain, j'arrête toutes les subventions, allez-y, est-ce qu'il va juste le prendre puis décider de le mettre tout en transport puis que les Québécois et Québécoises n'en ont pas plus dans leur poche? Moi, je pense que ça prend une vision qui est globale. On ne peut pas juste se dire j'arrête ci, j'arrête ça puis y aller à la pièce. Je pense que ça prend une nouvelle vision de dire les impôts pour les entreprises et pour les contribuables, il faut quand même le dire, on les réduit. Et ça, il va y avoir des effets incroyables, je pense, sur l'attractivité du Québec. Je fais un exemple. Quand on regarde la littérature, là, l'impôt sur les sociétés a un impact qui est clair. Évidemment, ça varie selon l'étude, mais globalement, c'est assez clair que l'impact est positif sur les travailleurs parce qu'il y a une partie, évidemment, qui va être gardée par l'entreprise. Là. Je pense que c'est assez clair, qui va être réinvesti, peut-être qu'il va être versé en dividendes, mais il y a également une partie qui est absolument pas négligeable qui peut augmenter le salaire. OK? Fait que quand on prend ça, c'est pas juste de dire hey, vous allez enrichir là, les méchantes compagnies là, qui viennent d'ailleurs. Pas du tout. Les Québécois, en général, s'enrichissent quand l'entreprise paie moins d'impôts. Si eux-mêmes paient moins d'impôts en plus, donc hausse de salaire personnel, baisse d'impôts aussi, je pense que c'est gagnant pour l'ensemble de la population. Il faut bien comprendre que cette baisse d'impôts-là, là, ça profite à tout le monde. Et ça, je pense que ça serait vraiment une belle approche. Puis la question de la réglementation est incontournable également. Là, je parlais du BAP, là, il y a d'autres choses qu'il faut regarder. Je pense que ça prendra un chantier pour s'assurer que les vieilles réglementations qui ont été passées des années 75, des années 80, 90 puis 2000, là, est-ce qu'on en a encore de besoin? Parce que là, j'ai l'impression là, qu'on est en train de construire une forme de maison avec de la vieille réglementation qui ne sert plus à rien. Mais donc, ça requiert énormément de grands secteurs ou plutôt de branches d'avocats dans les grandes entreprises pour s'assurer de pouvoir nager à travers cette réglementation-là. C'est un marché en termes de services juridiques en ce moment. Là. Ben, c'est incroyable. Pourquoi on n'essaie pas juste de couper ça puis de garder ce qui est nécessaire? Là, je suis pas en train de vous dire que ça prend 0 réglementation puis let's go. Mais c'est plus de dire, est-ce qu'on peut faire le ménage dans tout ça? Est-ce qu'on peut avoir une approche qui permet aux gens de choisir qui est le gagnant, qui est le perdant? C'est un peu particulier. J'ai l'impression que aujourd'hui, de dire, ben, les gens devraient choisir, est-ce que c'est ce type de véhicule ou celui-là qu'ils veulent? Est-ce que c'est cette entreprise-là qui devrait aller de l'avant ou ça serait plutôt celle-là? Mais on va vous rétorquer en ce qui a trait au véhicule, qui est un très bon exemple, ce qui inclut le BAP, la question environnementale, c'est que si le gouvernement ne s'implique pas, on n'aura jamais de voiture électrique et donc la situation climatique va s'envenimer et devenir de plus en plus catastrophique. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bien ça, déjà, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, regardez le prix des véhicules électriques. C'est plus cher que le véhicule à essence. Et ils sont subventionnés. Donc, quand on voit ça, là, moi, ce que je vois, c'est des gens qui font 40 50 000 $ qui n'ont pas l'argent pour acheter un véhicule électrique. Parce que ça, je pense que c'est très clair. Par contre, vous pouvez être sûr qu'ils vont subventionner ceux qui ont l'argent, qui vont faire 90, 100, 115 000, puis qu'eux, ils ont l'argent de s'acheter une Tesla. Donc, les moins nantis... On subventionne les riches. Ben, ou la haute classe moyenne, si on peut dire. Voilà. Donc, il y a un transfert, là. Ça, c'est très, très, très clair. Des pauvres vers les plus riches. Puis, en plus de ça, il faut quand même se dire que quand vous avez une augmentation de l'inflation, que ce soit au niveau de l'épicerie, du logement, qui paye. Ouais. Très difficile. Ouais, donc, okay. Vous êtes à la gorge, votre argent d'impôt va pour ça. Je pense que c'est un petit peu particulier. Encore une fois, il y a aussi la question de la technologie. Les gens pensent que le véhicule électrique est moins... adapté au climat, que la question de la distance est encore là. Puis la raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'on a eu un sondage il y a 2 semaines. Là, donc, j'ai un petit peu les chiffres à ce propos. L'adoption est beaucoup plus lente que ce que le gouvernement canadien voudrait, par exemple. Encore une fois, je ne suis pas persuadé que c'est l'approche de dire vous allez faire ça. Il y a également, en parallèle à ça, il y a une diminution de la teneur en CO2 dans le gaz. Hein. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle là, le standard bas émissions au gouvernement fédéral. Donc, les véhicules à essence vont moins polluer. Il y a des mesures qui ont été faites. À moins que je me trompe, la moyenne de voitures par personne au Canada et au Québec augmente, ce qui contre-équilibre, si on peut dire,
la baisse d'émissions de CO2 par litre d'essence, j'imagine, là, ça serait la façon de mesurer. J'ai pas fait l'analyse de ça exactement. Là. Je préfère ne pas trop m'avancer, là, mais ça pourrait être censé, mais j'ai pas vu les données. Je préfère faire attention à cet égard. Parfait. Je vous dirais aussi là, le marché libre, parce que j'essaie d'anticiper les contre-arguments. On voudrait que ça va mener à de plus grandes inégalités. Est-ce que ça serait le cas ou est-ce qu'il faudrait plutôt se préoccuper en termes bruts de la richesse des gens, dans le sens où quelqu'un qui, je donne un chiffre, là, mais fait 20 000 par année, préfère en faire 30 000, même si ça veut dire que celui qui fait 100 en fait 150 après. C'est pas parce que quelqu'un fait 150 000 au lieu de 100 000 que vous êtes plus pauvre, en même temps que vous passez de 20 à 30 000. C'est un exemple assez terre à terre là, que j'utilise. Mais est-ce qu'on le marché libre laissé à ses moyens mènerait à des inégalités supérieures à celles qui existent aujourd'hui? Donc, deux éléments. Vous avez dit quelque chose d'important, à savoir, c'est pas parce que votre salaire va augmenter de 30 000 que le mien va diminuer de 30 000. La richesse, l'augmentation de la richesse, là, elle est collective. Ça ne veut pas dire que vous, si vous augmentez de 2 % votre salaire en 2 mois, moi, ça n'augmentera peut-être pas de 2 %, mais ça va peut-être augmenter de 0,2 %. Hein, c'est pas un jeu à somme nulle. Je pense que ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut déconstruire. La création de richesse, elle bénéficie à tout le monde. Aujourd'hui, notre niveau de vie, là, on a quand même vécu relativement dans... Je veux dire, on vit dans le libre marché. Notre niveau de vie est incroyable aujourd'hui, là. Je pense qu'il faut le dire. Et tout le monde a la chance. Évidemment, c'est dur, la question du logement, hein, la question du fait que les prix augmentent rapidement. Mais globalement, ça reste un moment incroyable en fait, c'est un temps incroyable pour vivre ici. C'est-à-dire qu'on a développé énormément de richesses. Les gens ont plus d'argent. Je pense que c'est assez clair. Maintenant, sur la question des inégalités, j'ai fait un papier là, avec mon collègue Vincent Geloso là, qui est sorti il y a de cela 2 semaines pour dire le débat, il doit surtout être au niveau de la mobilité de revenus. Est-ce qu'au Québec, c'est possible que les moins nantis, parce que c'est ça, hein, quand on parle d'inégalité sociale, on ne parle pas entre les plus riches, le 1 % le plus riche puis le 3 % le plus riche. Là. On parle souvent des moins nantis par rapport à l'ensemble de la société. Est-ce que les 10 % les moins nantis, le dernier décile, a une mobilité sociale au Québec qui est appréciable par rapport à ailleurs au pays, surtout par rapport aux grandes provinces? Ben, la réponse est non. C'est ce qu'on voyait, c'est assez clair. Au Québec, les moins nantis, c'est difficile d'avoir une mobilité sociale par rapport à l'Alberta. Même, je vais vous dire quelque chose, si on avait le même dynamisme que l'Alberta, il y aurait eu, en 5 ans, 20 000 Québécois qui seraient sortis de la pauvreté, qui ne sont pas sortis de la pauvreté. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont disponibles sur l'IADM parce que la quantité de personnes du 10 % qui sortent, qui augmentent de 3 déciles, donc qui sont globalement... Quel est le seuil en termes de salaire, la pauvreté, à peu près? Comment on définit la pauvreté ici? Ben en fait, concrètement, Statistique Canada a pris la population puis regardé par décile, le décile le plus bas, parce que ça va varier aussi en fonction de la province. Eh bien, eux, il y en a plusieurs qui vont sortir, mais malheureusement, au Québec, c'est moins qu'en Ontario, c'est moins qu'en Colombie-Britannique, c'est moins qu'en Alberta. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Ou si vous voulez travailler plus, si vous voulez en fait aller chercher d'autres compétences, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile de sortir de votre état de pauvreté? Au Québec, c'est plus difficile, puis il y a des exemples très concrets. En Ontario, si vous voulez être charpentier, menuisier puis apprendre sur le terrain avec quelqu'un d'expérience, c'est possible. Au Québec, c'est pas possible. Bonne chance. Il faut aller faire des centaines d'heures à l'école. Il y a des exemples comme ça qui démontrent que c'est difficile une ascension. Puis les taxes et impôts en font partie également. Donc, il faut arrêter aussi au Québec de penser que parce que l'État est là, parce que c'est, je mets des guillemets, plus égalitaire, vous allez avoir plus de chances de vous sortir, en quelque sorte, de l'état de pauvreté ou à tout le moins d'être parmi les moins nantis, c'est plus difficile qu'ailleurs au pays. Donc, il faut avoir une réflexion aussi de se dire, est-ce que c'est juste pour les gens? Je ne suis pas persuadé. Je vous ramène à Nordvolt. Je vous mets dans les souliers du gouvernement avant la prise de décision là, de subventionner et d'aider financièrement Nordvolt. Et je résume ici, on a plusieurs attraits au Québec pour ce genre d'entreprise, notamment les minerais, critiques pour la fabrication de batteries électriques. L'électricité qui coûte relativement peu cher, peut-être la moins chère en Amérique du Nord. Accès à de l'eau en masse incroyable. Apparemment, on a une main-d'œuvre aussi qualifiée pour ce genre d'usine. Une fois que j'ai mis tous ces éléments-là en place,
toute décision politique, que ce soit au privé ou au public, dans votre vie personnelle, comporte des risques. Le risque n'en valait-il pas la chandelle? Admettons qu'on ne sait pas ce qui s'est passé là, depuis. On remonte dans le temps. Je veux dire, j'essaie d'être le plus impartial possible. On se remet dans les souliers du gouvernement à l'époque. On a l'information qu'on avait à l'époque, pas celle qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on ne prend pas le risque? Très difficile d'être impartial en sachant ce qui se passe. Mais encore une fois, je pense que c'est une question de philosophie. Ça revient à ça, là. Le gouvernement, le ministre Fitzgibbon, pour être précis, et le gouvernement Legault pensaient que c'était un projet d'avenir, puis on va de l'avant. Apparemment le plus gros depuis Hydro-Québec, d'après eux. Là. Voilà. Donc, on va de l'avant. Moi, je l'ai compris en parlant du monsieur Fitzgibbon. J'ai compris que c'était ça. C'était le bon projet pour nous. Puis, tout ce que vous avez dit, là, les avantages concurrentiels à toute fin pratique, main-d'œuvre, électricité, eau, et j'en passe, ils sont là, peu importe l'argent public ou pas. Donc, ce que j'entends par là, c'est plutôt que d'aller avec la subvention, comme j'avais dit un petit peu plus tôt, si on y allait plutôt avec une forme de déréglementation pour optimiser celle-ci et s'assurer d'une attractivité sur le plan international, conjuguée à une baisse de la fiscalité, vous avez un terrain de jeu qui est fort intéressant. Puis vous l'avez dit, il y a des avantages ici également. Donc, ayant tout cela en tête, c'est une vision politique qui, je pense, serait très intéressante. Puis les entreprises privées qui voient ça puis qui se disent, OK, il y a toute cette palette-là, c'est intéressant, je peux investir là, je ne me ferai pas mettre de bâton dans les roues comme j'ai vu avec plusieurs autres projets, bien, ça peut être intéressant. Ça aurait été une approche qui est beaucoup plus alignée avec ma philosophie, si je puis dire, que de dire, bon, on y va, là, c'est un beau projet, tout le monde le fait. L'Ontario aussi a mis sa main dans le plat de bonbons, moi aussi je veux la mettre. Je comprends que ça s'inscrit aussi dans le Canada, donc il y a ça à prendre en considération. Mais je refuse de croire que ça vaut la peine de mettre des milliards de dollars des Québécois et des Québécoises puis de le donner à une entreprise qui, à toute fin pratique aujourd'hui, là, vous l'avez dit, a renvoyé 1600 personnes en Europe, exactement. En Suède, Volvo l'a tassé d'une usine. Je crois qu'ils ont annulé l'idée de construire une usine en Allemagne qui était similaire, peut-être pas aussi grande, mais similaire à celle du Québec. Oui, qui allait justement fournir Volvo en batterie électrique, puisque Volvo a coupé de beaucoup sa production anticipée de voitures électriques, parce que, un peu comme l'avait dit, ça ne se vend pas aussi bien qu'ils pensaient, ou du moins pas aussi rapidement. Donc, on a eu ça. Restons sur Nordvolt. Admettons que ça échoue. Là. C'est un fiasco, c'est une catastrophe absolument énorme. Qu'est-ce que le gouvernement fait par la suite? Non seulement, j'imagine qu'il va y avoir un mini mea culpa. Ceci dit, en termes de développement économique par la suite, est-ce que le gouvernement peut y aller de l'avant d'une autre annonce incroyable à plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars? Est-ce qu'on fait confiance aux citoyens dans le sens est-ce que le citoyen va se rappeler qu'on vient de passer une catastrophe, un fiasco total, puis on recommence le même cycle? Ou est-ce que le gouvernement se garde une gêne, puis on peut espérer que finalement, peut-être que là, on va être un peu plus mitigé dans notre prise de risque? Il ne faut pas avoir trop d'attentes envers les gouvernements. Je pense que les plaques de voitures au Québec ne représentent pas l'état d'esprit des Québécois. Je me souviens. Exact, on ne se souvient pas. Hein? Encore une fois, cimenterie Mécanis, papeterie Gaspésia, tout ça, c'est des exemples concrets de flop. Puis on a eu le Nordvolt pourtant, puis on nous a vendu ça comme étant, là, je veux dire, c'était le projet du 21e siècle au Québec. Là. C'était incroyable. Là. C'est l'alpha et l'oméga du développement économique. Sauf qu'en même temps, si ça tombe à l'eau, hein, ce qui pourrait arriver, le gouvernement, malheureusement, à tout le moins le gouvernement qui est là, j'ai l'impression qu'il va être capable de trouver un autre projet puis de nous dire voici le bon projet, puis on mise tout notre argent sur ce nouveau cheval de course. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de mea culpa. Hein, quand on regarde ce qui s'est passé avec, si je me trompe pas, c'est avec la Gaspésia. Il y avait Mme Marois qui était dans le gouvernement Landry. Puis après ça, ce qu'on disait... Rappelez-nous, la Gaspésia, c'était quoi ça exactement? C'est la papeterie Gaspésia sous le gouvernement Landry. Mme Marois était là, puis il y a eu une entrevue avec elle lorsqu'elle était première ministre en 2012-2013. Et essentiellement, ce qu'on apprenait, c'est que non, on n'était pas déçus. Tu sais, des années après, on nous dit que, non, il n'y a pas de mea culpa à faire. On n'admet jamais nos fautes. On n'émet jamais nos fautes. Puis ça, je pense qu'il y a un élément qui est très politique. Hein? Nous, c'est parce que c'est une discussion aussi de politique publique, de dire quelle est la meilleure mesure pour assurer la prospérité des Québécois et des Québécoises. Tu sais, moi, quand je sors d'ici, je ne sais pas de faire campagne dans ma petite ville à Repentigny. Là. Moi, c'est plutôt
simplement une question de politique publique. Les politiciens, eux, ont toujours une vision de dire comment je peux être élu dans 4 ans, là, c'est dans 2 ans. Si ça tombe si c'est un flop, disons dans la prochaine année, il va rester une année avant les élections. Est-ce qu'on va essayer de trouver là, un nouveau projet puis aller les fonds publics, c'est pas grave parce que c'est une signature avant l'élection. Je ne veux pas prêter d'intention au gouvernement actuel, mais je pense que c'est omniprésent dans leur tête de dire c'est pas grave, ça me prend un projet, ça me prend quelque chose sur lequel bâtir, même si ça coûte des millions, des milliards de dollars de fonds publics. Disons que j'ai peut-être un petit peu un cynisme ici, mais je suis pas persuadé qu'il va y avoir une retenue à cet égard. Surtout que c'est pas leur fonds personnel. Mais prenons l'envers du scénario catastrophe. Admettons que tout va bien. Nordvolt se redresse, Nordvolt investit, l'usine commence à entrer en fonction, je pense qu'il ciblait 2026. En 2030, l'usine atteint un pic de production, tout va bien. Quelles sont les retombées, quelles sont les conséquences positives de tout ça? Admettons encore une fois que tout va bien. Il y a plusieurs éléments à la question. D'abord, il faut comprendre c'est quoi la politique industrielle du Canada pour bien comprendre si ça va fonctionner. Aujourd'hui, là, vous avez une obligation en 2035 d'acheter des véhicules neufs électriques. Vous avez des subventions massives à Stellantis, Volkswagen et Nordvolt. Puis la troisième, qui est récente, vous avez 100% de tarifs sur les véhicules chinois. Donc, concrètement, on prend l'argent des contribuables. Qui sont eux aussi très largement subventionnés. Là. Pas pour défendre le tarif, mais je serais le gouvernement du Canada, je ferais la même chose parce qu'on sait que le gouvernement chinois est prêt à engendrer des pertes énormes en subventionnant leurs propres industries au pluriel ici pour ensuite tuer les marchés à l'étranger et les conquérir. De ce côté-là, j'avoue que je ne suis pas complètement contre ce genre de politique. C'est intéressant comme vision. Moi, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas de marché au Canada. On n'en a pas, là, de la création, là, on n'en a pas. On dépense des milliards de dollars en subventions. On leur dit, écoutez, on va dépenser des milliards, mais de toute façon, ils n'auront pas le choix d'acheter des véhicules électriques. Puis en plus, on force le marché, en fait. Voilà, on essaie vraiment de créer ça, là, mais à partir de rien, puis de dire, on va interdire les véhicules chinois. Moi, ce que je pense en ce moment, c'est aux consommateurs. J'ai toujours l'impression constamment qu'on les oublie, les consommateurs. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez acheter un véhicule qui coûte 15 000 un véhicule chinois, vous n'avez pas le droit. À toute fin pratique, parce que vous allez avoir un quota puis ça ne le rendra pas très concurrentiel. À tout le moins, il n'y aura pas cet avantage-là qu'il y avait auparavant. Si vous voulez avoir un véhicule électrique, parce qu'on entend dans les médias c'est moins cher sur le long terme, achetez-le. Achetez-le, votre véhicule chinois, si vous voulez. Mais là, le quota fait en sorte, plutôt le tarif fait en sorte que c'est moins intéressant. Donc, non seulement on prend l'argent des impôts, mais on leur oblige à payer une surtaxe qui est énorme à toute fin pratique. C'est pas du tout une approche que j'apprécie. Donc, ayant cela en tête, si on dit que Nordvolt fonctionnerait bien et irait de l'avant, tant mieux, mais ça n'enlève pas la question du risque, parce que c'est ça le risque, c'est de se dire, le si, il est central, hein, on dit toujours, avec les si on peut refaire le monde, mais le si est central, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec cette entreprise-là. De sorte que si on envoie les milliards, puis que finalement, c'est la France qui a un produit incroyable sur le plan d'innovation, parce qu'on ne le sait pas d'avance, c'est ça le dynamisme du marché, l'innovation. Est-ce qu'on va mettre 100% de tarifs sur les véhicules français ou européens maintenant parce qu'on n'est pas assez concurrentiel? La géopolitique rentre en jeu, là, ou la géoéconomie, comme on dit. Tôt ou tard, on va peut-être être plus favorable à des véhicules européens qu'à des véhicules chinois pour des raisons qui sont plutôt géopolitiques et géomilitaires que économiques purement. Là. Ça, c'est sûr. Mais il n'en reste pas moins, je pense, que cette réflexion-là de dire on va créer un marché concurrentiel, puis si on ne l'est plus, on fait quoi? Est-ce qu'on va rajouter des tarifs pour s'assurer d'une pérennité du caractère concurrentiel? Moi, tout ce que j'entends là, quand je parle, c'est de dire le consommateur paye plus cher que ce qu'il pourrait payer. C'est que ça que j'entends en boucle. Mais ça, les consommateurs, on les entend jamais dans l'espace public. Là. Y a pas, c'est pas vrai. Il y a quand même certaines associations. Il vote avec son portefeuille quand même. Il vote avec son portefeuille, mais il n'y a pas le choix d'acheter ce que le gouvernement décide en quelque sorte en disant ça va être trop cher, ça, je vais prendre votre impôt puis je vais l'envoyer à cette entreprise-là. Au final, certes, il vote avec son portefeuille, mais les choix sont assez orientés quand même. Ils sont limités. Ils sont limités, exactement. Tout à fait. Gabriel Giguère, mot de la fin? Bien, écoutez, le projet de Nordvolt, je pense pas que le gouvernement aurait dû aller de l'avant. Je pense que c'est assez clair. On verra peut-être dans les prochaines semaines ce qui se passe, mais j'espère en tout le moins que si c'est un échec, le gouvernement va apprendre de ses erreurs cette fois-ci. Il va peut-être aller de l'avant avec une nouvelle politique économique. Il sera peut-être plus au pouvoir en 2026, par contre. Sur ce, merci à tous. Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Merci. Merci.